Réveil à tous, merci de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. C'est parti pour une nouvelle matinale avec des thématiques qui j'espère vous siéront et que vous apprécierez, Inch'Allah. En tout cas, pour cette matinale, nous continuons. Donc, Canal Algérie, représenté par ces éléments, continue de participer à l'effort de sensibilisation durant ce mois d'Octobre Rose. Et bien sûr, nous le faisons grâce à la présence parmi nous de spécialistes, mais également d'acteurs de la société civile qui ont chacun apporté une pierre à l'édifice, on le dira comme ça. Et bien sûr, nous aurons le plaisir aujourd'hui de recevoir des associations qui nous viennent, entre autres, de Miliana, à l'initiative justement d'une très belle randonnée rose. On en parlera avec de plus amples détails avec eux, ainsi que les médecins qui seront à mes côtés pour le côté santé et aussi prévention. Dans cette matinale, nous aurons aussi à parler de cette journée mondiale de microbiologie. Donc nous aurons aussi un invité pour en parler. Puis nous aurons le plaisir aussi de retrouver une dame qui excelle dans ce qui est justement plaisir des papilles et art culinaire. Nous aurons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Siha Marhab, chef cuisinier et aussi propriétaire d'une école d'art culinaire. Elle nous parlera un petit peu de la cuisine traditionnelle algérienne qui gravit les échelons dans un concours, ou plutôt dans un classement à l'international. Taste Atlas, justement, en est le nom, et l'Algérie est vraiment à la seconde place africaine, mais aussi à la première place parmi tous les pays arabes, 26e au monde, justement, par la diversité et la qualité de ces plats ô combien savoureux. Les détails, ce sera avec nos invités tout à l'heure. Dans cette matinale également, nous retrouverons nos acolytes du dimanche, à l'instar de Yazid Ait Mahiddin, qui viendra nous faire part de ses coups de cœur de la semaine, et aussi il reviendra sur des événements importants, culturellement parlant, surtout de cette semaine. Jawdet Gessouma, pour sa part, nous parlera d'histoire cette fois-ci avec les ouvrages qui traitent de cette répression sanglante du 17 octobre. Donc c'était à l'occasion justement à la veille de cette commémoration de cette répression. Donc gloire à nos martyrs, et puis Jawdet nous racontera l'histoire à travers les bonnes feuilles. Ce sera tout à l'heure. Dans cette matinale, nous retrouverons Mariam Moussaïd également, qui nous parlera des vertus de la date ce matin. C'est la saison justement de la collecte de ces savoureux et bons régimes de dates, ô combien bon pour la santé. Nous en parlerons avec elle, bien sûr, et puis sans oublier aussi le retour sur un événement justement qui a connu une baissée de rideau ce jeudi. Il s'agit du REVAD. Dans sa dernière édition, la 16e, le Salon international de la revalorisation et de la récupération des déchets 2022, donc a connu une forte participation et aussi des projets novateurs. Nous recevrons à cette occasion une jeune start-up qui, elle, a brillé par sa nouvelle idée dans le domaine du tri sélectif, et puis une toute autre association, plutôt start-up, voilà, met en valeur son savoir-faire, mais il s'agit d'une invention qui concerne la gélatine. Alors je n'en dirai pas plus. Je vous laisse tout de suite en compagnie avec Mina Abed pour un point météo, et puis nous retrouverons les invités que je viens de citer, ainsi que d'autres surprises tout au long de ces 2 heures qui nous uniront ce matin. Merci d'être là encore une fois, et c'est parti pour un point météo. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour. Excellent réveil. Bon réveil. Ça va? Ça va. Ouais, vous avez siroté longuement et votre café, j'avais l'impression qu'il était très bon. J'avais envie d'y goûter. Il est très bon. Il est très très bon. Et j'ai pas encore fini. Hein. Ah d'accord. J'ai pas encore fini. Ouais, moi, de toute façon, je dis ça parce que j'adore l'arôme, j'adore l'odeur, mais je ne bois jamais de café de toute façon. Moi, c'est l'odeur qui est
Ouais, Ah, même j'adore, zahmet, comme on dira. Écoute, non. Bon café, en tout cas. Pas bon mon réveil. café. Bon café également à tous ceux qui sont à table ce matin et qui nous suivent de chez eux. Eh bien, on est heureux de vous avoir ce matin. Et voilà, les nouvelles du ciel. Hier, on s'est baigné à Alger. Je ne sais pas si ça continuera aujourd'hui. On va le découvrir. On va le découvrir tout de suite. Alors bonjour à tous, excellent réveil. Un petit peu de brume, un taux d'humidité assez élevé sur les régions côtières. Et puis le ciel restera dégagé, un peu nuageux, notamment sur le centre et l'est du pays. On notera quelques passages nuageux avec possibilité de quelques faibles pluies vers l'intérieur ouest. Sur les régions sahariennes, on notera un ciel partiellement voilé. Sur le sud-ouest, la Saoura, le nord, le Sahara. Puis le soleil restera dominant vers l'extrême sud, le Sahara central ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 29 degrés à Alger, on notera jusqu'à 33 degrés à Annaba, 31 degrés à Constantine, 33 à Tizi Ouzou, 31 degrés à Oran, on notera 27 Djelfa, Batna, 28 El Bayat, Naama sur les régions sahariennes, on notera 31 degrés à Béchar, 32 degrés à Ardaya, 33 Hassi Messoud, 32 degrés à Ilizi, 31 Tamerasset, 36 Insalah et enfin 40 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme à l'ouest du pays, peu agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 15 et 30 km/h. Vers la côte est, entre 20 et 40 km/h à l'ouest et enfin entre 10 et 30 km/h sur le centre. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Eh bien, on aura droit à un ciel assez couvert avec des pluies, parfois assez marquées à Paris. On notera des nuages à Londres, Madrid, Berlin, Vienne, un ciel dégagé à Kiev ainsi qu'à Moscou. Et puis côté température, on notera 27 degrés à Madrid, 19 à Paris, 19 également à Berlin, 21 degrés à Vienne, 25 à Rome et enfin 12 degrés à Moscou. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Mina, Merci. pour toutes ces précisions. En tout cas, j'ai eu ma réponse. Il va faire quand même beau, hein, Il va 29 faire degrés. très très beau. C'est assez tempéré. On peut Oui. nager à partir de 25 degrés. Oui, donc, oui, non. En plus, non, c'est parfait. On va dire que c'est On parfait. peut s'estimer heureux parce qu'il y a quand même des ondées et des pluies qui tombent la nuit. Exactement. Et le Comme par soleil hasard, ça tombe la reprend nuit. La nuit. Et les précipitations s'achèvent dès le matin. Et Exactement. Et hop, le soleil la journée. Excellent ce climat, n'est-ce pas? Parfait. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Ça fait rêver. Voilà. Et tous nos invités ce matin, mesdames, messieurs, rêvent d'une belle Algérie, rêvent d'une Algérie accueillante, d'une Algérie belle, d'une Algérie prospère. On le verra à travers les thématiques qu'on développera tout à l'heure avec eux. Mais il en est un qui rêve beaucoup et qui le chante d'ailleurs très fort. Il s'agit de Moh Paco qui nous interprète tout de suite I Wanna Dream in Algeria. En Algérie, c'est Moh Paco qui le disait à l'instant et nos invités vont au fur et à mesure affirmer cette idée. Donc d'abord, j'ai le plaisir de recevoir ce matin une grande dame qui excelle dans l'art culinaire. Il s'agit de Sia Marhab, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Voilà, elle a aussi une école de formation en art culinaire. Exactement. Ça se passe à Alger. C'est Adèle Ibrahim, c'est Adèle. Pascal Gourmand. Voilà. Et ça se passe même très bien parce que vous avez formé pas mal de chefs, pas mal de cuistots et on en parlera tout à l'heure avec de plus amples détails. Et puis voilà, on est ravis de retrouver Mariam comme chaque dimanche. Bonjour. Mariam Moussaïd. Oui. Voilà, c'est bien de compléter le nom. Voilà. Pour faire plaisir à tout le monde. Et puis voilà, ça va Mariam? Oui, très bien. Très En bien. forme? En forme. Ah, bah Vous oui. avez pris quelques dates ce matin? Oui, depuis déjà quelques Ça jours. donne Oui. de l'énergie et ça fouette. Oui, Et effectivement. d'ailleurs, peut-être qu'on va en parler parce que moi déjà, j'ai envie de parler de dates. C'est la saison, n'est-ce pas? Oui, Et- on est en pleine saison. Tout à Et fait, ouais. puis, bon, on sait que notre pays est très riche, tout ce qui est date, et on a la meilleure date au monde. hein. Absolument. On va parler de ça après, le Absolument. classement du monde Oui, de tout à Atlas. fait. Tout à fait, parce qu'on va parler justement du classement des mets algériens. Les mets traditionnels algériens ont gravi un petit peu les échelles pour être placés premiers du monde arabe cette année en 2022 dans ce test ou ce classement international qu'on appelle Taste Atlas.
Les détails, c'est tout à l'heure, bien sûr, avec notre invité, mais on va laisser Myriam nous donner envie de déguster des dattes tous les jours, n'est-ce Oui, pas? alors moi je vais vous donner envie et la dame nous dira comment les manger de façon différente, hein, parce que c'est vrai que peut-être qu'au bout d'un moment, de les manger comme ça simplement, ça peut ne pas donner envie, ou surtout aux plus jeunes. Hein. Nous, les grands, c'est très bien. On a tendance un petit peu à, c'est vrai qu'à manger avec, on va dire, s'il y a le palais qui nous incite comme ça à manger, mais après, il y a toujours notre esprit qui dit « Ah oui, ça c'est bon pour la santé. » C'est bon pour la santé. Ça, il y a tant de vitamines, il y a tant de... Et donc voilà, donc on parle de cette date. On va en parler juste après ceci. On y va, ok. Voilà, on était sur la lancée, donc on va continuer de parler de cette savoureuse... Il n'y a pas que moi. Ça, c'est de la Deglet Nour que je vois. Exactement. Donc, Deglet Nour, l'une des meilleures dates au monde, on le confirme. Hein. Et j'en parle tout simplement parce qu'effectivement, c'est la pleine saison, donc c'est vraiment le moment de faire le plein, d'en acheter, de même faire aussi, on va dire, même un petit peu quelques provisions, en garder pour un peu plus tard, pour les mois qui viennent. Et, donc, ça se conserve très bien. Ça se conserve, effectivement. On peut soit congeler, soit mettre au frigo tout simplement, oui, et ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps, exactement. Il y a une manière de les garder tout simplement, de façon à les faire durer le plus longtemps possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de verre ou qu'elle... Voilà. Donc, c'est la pleine saison. C'est le moment de les acheter. On le retrouve partout sur les étals. Les prix donc, sont très raisonnables, surtout en ce moment, parce qu'on sait très bien qu'une fois que la saison sera passée, donc le prix va un peu augmenter, c'est tout à fait normal. Donc, autant faire le plein aujourd'hui de ce petit fruit délicieux, donc gorgé de vitamines. Hein, il a été même cité dans le Coran, donc avec l'olive et aussi la figue. Donc c'est un fruit qui renferme énormément de vitamines, de fibres aussi. Bien entendu, on sait très bien qu'il est riche en sucre, qu'il est riche en vitamine C, comme je l'ai dit, donc beaucoup de magnésium, surtout le magnésium, puisque la saison arrive, donc ça va commencer les grippes, les petits coups de fatigue, les petits coups on va dire, il y a des journées où on ne se réveille pas très très en forme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de consommer les dattes, hein, et bien entendu, il faut savoir qu'il y a une limite quand même. Hein. On ne va pas prendre le paquet de dattes, le mettre à côté et aller comme ça, on va dire presque inconsciemment. Il faut manger entre 3 à 5 dattes. Ça donne des ballonnements quand on abuse de dattes, hein. C'est vrai. C'est effectivement, mais c'est un très bon laxatif. Donc pour les gens qui ont des problèmes intestinaux, qui ont des problèmes de digestion, c'est excellent pour la digestion. Il faut savoir aussi qu'il est riche en vitamines, en magnésium, beaucoup de magnésium, du potassium, du cuivre aussi. Donc tout ça fait que c'est un excellent allié pour les gens qui ont des problèmes de tension artérielle. Donc on sait très bien qu'il est bon pour le cœur, pour les artères. Donc tout ça fait que nous devons le consommer donc sans modération tous les jours. Essayez toujours de mettre quelques dattes le matin, surtout le matin, de façon à avoir du tonus. Dans la tradition, on dit qu'il faut en consommer par chiffre impair. Effectivement. Soit 1 ou 3 ou 5 ou 7 selon... Et on garde toujours cette habitude généralement, avec un bon verre de lait. Donc si c'est possible, du lait de chèvre pour les gens qui arrivent à boire le lait de chèvre. C'est un mariage donc excellent. On va parler aussi donc des variétés. Il faut savoir qu'on a énormément de variétés de dattes, mais hélas, sur Alger, on va dire au niveau du nord du pays, ce ne sont pas toutes les variétés qui arrivent. Donc bien entendu, c'est toujours comme ça. Donc les régions qui produisent donc ce fruit, eux, ont la chance d'avoir toutes les variétés, donc vraiment de nombreuses variétés, aux saveurs différentes aussi. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que la forme diffère d'une variété à une autre, mais même aussi au niveau de la saveur. Chacune a une petite saveur très spéciale. Mais bien entendu, il y a quelques variétés qui nous arrivent. C'est vrai, j'avais par exemple à Ghardaya découvert une date qui avait le double de la taille de Deglet Nour et qui avait une coloration plutôt foncée, donc ça va vers le noir, c'est presque noir et c'est translucide, c'est transparent et c'est tout à fait ce que vous décrivez, c'est un autre goût, mais on en trouve juste dans cette région. Et voilà, c'est au premier, c'est un petit peu les primeurs, la première cueillette
Voilà, elle se fait vraiment précocement. Et puis après, il faut vraiment conserver parce qu'on n'en trouve plus après. C'est vraiment un moment précis de l'automne. Effectivement. Donc, comme je l'ai dit, donc chaque région a cette chance-là donc de pouvoir déguster d'autres variétés, on va dire d'autres goûts de dattes. Et donc, ce qui se passe, c'est que certaines variétés arrivent. Il faut savoir qu'ils ont des... Vous voyez, celles-ci, elles sont toutes petites. Toutes petites, oui. Et ça ressemble aussi à celles qu'on trouve dans les lieux saints de l'islam. Ce sont de petites dattes. Petites rondes, légèrement rondes et très foncées, très brunes au niveau de la couleur. Donc, alors... les variétés qui arrivent sur Alger, c'est bien entendu toujours de Glet Nord ou quelques autres variétés, pour la simple et bonne raison qu'au niveau des palmeraies, généralement, la plus grande, on va dire, l'espèce que l'on cultive le plus, c'est la de Glet Nord. Mais ce que font les gens de là-bas, c'est qu'ils ont toujours quelques palmiers, donc c'est pour ça que ça reste à leur niveau. Donc ils ont toujours un ou deux sujets de variétés différentes. C'est pour ça qu'eux ont ces variétés-là et pas nous. Bon, on va se contenter de ce qu'on a, c'est déjà énorme. Excellent. C'est déjà exactement énorme. Et ce qu'on sait, Radia, c'est que pendant toute l'année, on consomme les dattes, mais pas de cette manière-là, puisque depuis toujours, il y a toujours eu les dattes écrasées qu'on achète au poids et qu'on fait avec quelques voilà, on fait des gâteaux avec donc des gâteaux. Il y a une barja, voilà, surtout le barja, donc une trba aussi, je crois sur Alger, ils appellent ça une trba. Une trba, c'est sans, oui, bon, c'est le barja, en fait, c'est la même chose. En fait, je ne sais pas d'une région à une autre comment qu'on l'appelle. Il y a le kak, il y a le makrout. Oui, donc toujours, donc elle rentre toujours, elle est toujours là présente toute l'année, peut-être inconsciemment pas comme ça, sous forme de fruits qu'on va présenter sur une assiette, mais en fait, depuis toujours, on a toujours consommé donc, les dattes et on a toujours, on va dire, bénéficié des bienfaits que contient les dattes. Et pourtant, dans les étals, on trouve très peu de variétés, par exemple, de biscuits à base de dattes, mais il en existe depuis quelques années, fort heureusement, mais ça n'a pas éclipsé la tradition. On continue dans les foyers en Algérie à fabriquer des gâteaux à base de dattes, à utiliser cette date dans nos mets traditionnels aussi. Il y a même le couscous avec la date. Oui, exactement. Il y a aussi d'autres produits. On peut introduire les dattes. C'est les pâtes à tartiner pour les enfants, c'est-à-dire comment on peut faire manger des dattes aux enfants. C'est en écrasant des dattes avec un peu de chocolat et ça donne une pâte à tartiner. Il y a même sur les marchés quelques artisans qui en font et j'en ai goûté, c'est très bon. Et puis il y a une autre façon, il y a aussi le dérivé de les dattes, c'est le sucre de date que moi j'utilise pour faire des gâteaux, ça donne un très bon goût sucré. Il y a aussi la mélisse de date. C'est ce qu'ils appellent robe dans certaines versions. Voilà, ou la robe, c'est-à-dire on fait cuire les dattes pour extraire le pur jus la date Diana. Voilà. Sinon... À El Oued, j'ai découvert un couscous qui était magnifique. Et quand j'ai posé la question du secret de cette recette, on m'a dit que la sauce tomate contenait aussi des dattes. C'est pour un extrait de date, enfin un jus de date. Ils ont leur manière de faire et leur savoir-faire en matière de couscous, dans la mesure où ils intègrent la date dans la préparation de la sauce rouge, vous imaginez. Mais ça donne un goût. Alors, voilà, donc en temps, ça enlève le côté acide. Ça enlève l'acidité de la tomate. Ça donne un goût, ça relève. Ça donne un goût très fin et très subtil, effectivement. C'est dire combien la date est importante aussi dans notre manière de cuisiner, de profiter de toutes les richesses dont regorge la terre algérienne. Et que ce soit du sud au nord, donc nos richesses donc, nous permettent d'avoir des mets traditionnels d'une grande qualité, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, étant l'Algérie un grand pays quand même, chaque région a sa spécialité. Et puis les dates qui m'accrochaient, on peut les trouver au nord ou là au sud, dans des différents gâteaux parfois, voilà. Et quand on commence même à introduire ça dans la cuisine aussi gastronomique, on peut apporter une touche de dates comme ça, c'est-à-dire des plats à base de dates. En parlant de recettes, donc dernièrement je discutais avec mon amie que je salue, l'amie Abdbouda, donc qui est de la région de Djidjel. Donc elle me racontait qu'il faisait un espèce de musfouf, un petit peu, voilà, donc fait à base de dattes, mais ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il choisissait la date le garbaï.
Donc cette date un peu dure, voilà, un peu dure, ferme aussi, donc il reste ferme. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on l'a passé à la vapeur. Et c'est la particularité de l'gerbaï, c'est que même une fois passée à la vapeur, elle se maintient en fait, elle se ramollit pas complètement, elle se ramollit légèrement, mais tout en se maintenant et en même temps en la mélangeant à du couscous avec du beurre et du petit lait. Voilà, c'est aussi la tradition du côté de Tlemcen d'avoir ce fa avec un peu de date à l'intérieur intégré, et c'est vraiment très raffiné. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'est naturel, c'est bio aussi, parce que en ce moment, la consommation, les Algériens, on commence à sortir un petit peu des traditions taouana. Donc, il faut encourager les gens à consommer. À manger, oui, voilà. Consommer, oui. Tous ces produits qu'autrefois, on les consommait sans réellement... En fait, les gens les consommaient. C'est pas qu'ils ne savaient pas la valeur nutritionnelle qu'ils avaient. Et je suis sûre qu'ils étaient conscients. Mais nous, en fait, on a un petit peu, avec le temps, on l'a perdu. Chose qu'on ne sait pas, c'est que c'est un excellent allié pour les gens qui ont de l'anémie, puisque la date est très très riche en fer. Donc vraiment, les gens qui ont un problème d'anémie, manger 3 à 5 dates par jour, c'est vraiment se munir, et c'est aussi vraiment, comment dire, ça protège le corps aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut... Donc, il faudrait quand même essayer de trouver le moyen d'encourager les mamans à offrir à leurs petits bambas, quand ils vont à l'école, un goûter où, en intégrant un petit peu ce fruit, une petite recette plein d'énergie. Facile, on peut faire des smoothies, c'est-à-dire une banane, 5 dattes par exemple, un peu de lait, mixer tout ça. C'est très bon, les enfants adorent. Même si les enfants, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas trop comme ça, voir la date, la consommer entière, on peut l'introduire à des smoothies, des jus. Voilà, et puis voilà, ça dispense un peu de tous ces jus un peu industriels qui sont pleins de colorants. Il y a des boules d'énergie, c'est à base de dattes, de noix, un peu d'huile d'olive. On ramasse ça avec un peu de miel pur, par exemple. On fait des boulettes. Et pendant, c'est-à-dire les ça peut être aussi de la semoule et ça fait rfis. Exactement, ça peut faire rfis, oui. Il y a aussi rfis, il est fait aussi à base de dattes, rfis. Et ça se conserve longuement et on peut en donner un petit peu le matin aux enfants, poser ça sur la table et en manger. Ça peut être très riche et très appétissant. En tout cas, Siham Arhab, on vous a sollicité ce matin pour parler justement de la manière d'encourager les jeunes générations à consommer traditionnel, mais aussi pour revenir sur ce classement, le Taste Atlas. Vraiment, le Taste Atlas atteste justement d'un bon classement pour l'Algérie. Ça augure de beaux jours pour les mets traditionnels de chez nous. Ben, on est déjà très content par rapport à la position de l'Algérie qui est 50e, 26e au monde. 26e au top 50. Sur 50 pays, voilà. Et puis tout le monde en parle en ce moment, c'est-à-dire qu'ils te entre collègues. Tu as vu Mqrout Louzi, les premiers, la Shorba, les 6e. C'est un honneur pour nous. Si je peux dire, il en était temps parce que exporter les mets algériens, la tradition algérienne à l'extérieur, c'est pas très facile à faire par rapport à d'autres pays qui ont pu quand même... qui ont pris une longueur d'avance. Exactement. Et puis voilà, ce test se fait annuellement. C'est chaque mois, c'est des spécialités. Donc c'est un classement. Donc vous avez les soupes, les nouilles, des cookies. Et là, pour le moment, on est très bien. On est premier par rapport aux pays arabes. La shorba, elle a pris la 6e place, les soupes. Excellent, à l'échelle mondiale, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Avec Mqrout Louz, premier pays arabe, premier africain. Bon, quand on dit pays arabe, quand même, ils ont pas mal de choses aussi. Hein. Il y a les Libanais. En fait, il faut juste expliquer que ce classement concerne les mets traditionnels. C'est-à-dire qu'on va vers l'authenticité de chaque plat, de chaque région, de chaque pays. Exactement, voilà. C'est des plats traditionnels. C'est-à-dire, c'est pas des créations. Comme je vous ai expliqué. Quoi qu'on revisite des fois, mais tout en conservant bien sûr l'essence. Tout en conservant, voilà. Je pense que les plats traditionnels, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop toucher. On peut apporter une petite revisite, mais pas changer le plat complètement. Oui. Parce que dernièrement, on voit des revisites qui changent carrément le plat. Qui dénaturent en fait. Exactement. Même au niveau des gâteaux aussi. On peut faire des créations, on peut donner un nom à ce plat, mais...
refaire complètement le plat et laisser le même nom, là non. Là, il faut vraiment l'appeler différemment. Voilà. Et puis la cuisine traditionnelle, on n'a rien inventé. C'est-à-dire moi quand je cuisine un couscous ou une rechta, c'est pas ma création, c'est des recettes que j'ai reçues de ma mère, de ma grand-mère et que j'essaye moi de transmettre aussi à mes enfants. Donc il faut que ça reste comme ça. Voilà. Tagine Zitoun a été aussi vraiment bien classé. Tagine Zitoun, oui, ça a été classé le groupe Tale Volaille. Oui. Voilà, Volaille, Tagine Zitoun. C'est un honneur pour nous et puis on est très contents. Oui. Voilà, il y a aussi Rechta. Rechta, elle a été classée parmi le groupe Tale Nouilles. Bon, les nouilles, c'est les Japonais qui ont reçu le premier prix, c'est les Japonais, il y a les Thaïlandais aussi. Et puis, Rechta, la 6e position quand même, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un bon plat. Voilà. Et puis, les repas hadouma traditionnels, les plats traditionnels, par rapport aux enfants, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas généralement, les enfants adorent. C'est-à-dire, Rechta qui n'aime pas Rechta, par exemple, le shorba fi Ramadan, c'est tout le monde qui aime. Donc, je pense qu'on n'a pas ce problème-là pour transmettre. C'est-à-dire pour faire manger aux enfants les plats traditionnels Tana, puisque ça fait partie du quotidien. Voilà, mais bien sûr, les parents, les mamans, entre autres, voilà, la personne qui passe face au fourneau, ça peut être aussi le papa des fois, hein, on ne sait jamais. Dans des foyers très rares, n'est-ce pas, Mariam? Oui, assez rare. C'est rare. Mais c'est vrai qu'il y en a qui s'y mettent. Mais il y en a qui s'y mettent. On n'a qu'à voir des émissions phares de la télévision algérienne qui ont montré qu'il y avait des hommes qui étaient talentueux en cuisine. Et qu'il y avait des femmes comme ça derrière qui guidaient, mais bon, qui faisaient leurs petits pas. Et du coup, vous qui êtes à la tête de cette école justement d'art culinaire, vous voyez de plus en plus de chefs. Vous voyez beaucoup de jeunes s'intéresser à la cuisine actuellement. Oui, en ce moment, ça a toujours été pour les hommes. D'ailleurs, les meilleurs chefs cuisiniers, c'est des hommes, malheureusement. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Et puis, oui, on reçoit beaucoup de jeunes, c'est-à-dire, on fait des sessions femmes, on fait des sessions pour les pâtissiers, les cuisiniers aussi. Et puis maintenant, ça commence dès le jeune âge parfois, à partir de 15 ans, 16 ans. Il faut juste aimer ce qu'on fait, il faut aimer ce métier. Comme je disais, c'est un métier très dur, mais si on l'aime, on peut réussir à faire le métier. Voilà, quel est votre plat préféré? Alors, je vais vous étonner. Oui, on est toujours surpris quand c'est les chefs qui parlent, c'est incroyable. Il y en a qui vous disent l'omelette. Mais l'omelette espagnole, c'est un art. Hein. Ils en ont fait un film d'ailleurs. Oui. Alors moi, c'est la tomate par contre. C'est tomate concombre. Parfois, on dit les meilleurs plats, c'est les plus simples. Généralement, c'est les plus simples. Donc, une bonne salade de tomates, bien assaisonnée, je pense que c'est mon meilleur plat. Ça fait votre bonheur, en tout cas. Ça fait mon bonheur, oui. En tout cas, les mets traditionnels sont en vogue en ce moment. Et en fait, c'est un bond qualitatif qui a été atteint grâce à un effort de marketing. Toutes ces chaînes, je pense, ont contribué. Et toutes les chaînes télévisées ont participé à l'essor de cet art chez nous et à l'arrivée, justement, à l'international de tous ces mets traditionnels. Exactement. On a remarqué ces dernières années qu'il y a des chaînes qui passent à la télé, des chaînes sur YouTube. Tout le monde commence à suivre tout ça. Il y a des astuces. Donc, il y a une personne qui donne des astuces, il y a une personne qui donne une recette comme ça revisitée et tout. Ça a vraiment aidé, ça a vraiment changé. C'est-à-dire même les personnes qui n'ont rien à voir avec la cuisine commencent à s'intéresser. C'est déjà un bon début. Oui. Voilà. Et à l'étranger, on s'intéresse de plus en plus à notre cuisine. À l'exemple du test qu'on vient justement de présenter, le Taste Atlas, qui vient de classer l'Algérie justement, première du monde arabe, seconde en Afrique et puis 26e place. Dans le classement global, mais parfois les places sont assez proches. Très serrées. Voilà, et très serrées. Donc merci infiniment pour cet éclairage. Merci aussi à Mariam Moussaïd de nous avoir accompagnés en début d'émission pour parler de la date. On ne dira jamais assez, consommer sans modération ce fruit, il est magnifique, il est succulent. Voilà, juste encore une petite précision, il faut savoir qu'il booste le système immunitaire. Voilà, c'est vraiment un booster du système immunitaire. Donc voilà encore une raison de plus
pour consommer la date. Voilà. Merci Mariam. Merci. Merci à tous ceux qui sont avec nous et bien sûr, mesdames sont là. J'imagine que chacune d'elles s'intéresse de très près au sort de toutes ces personnes atteintes de cancer du sein actuellement et qui luttent en silence. On leur souhaite bon courage, un prompt rétablissement et on leur dit l'espoir est là. L'espoir est à vos portes et bien sûr, les invités qui vont suivre vont le dire beaucoup mieux que moi après ceci. Et justement, je le disais tout au début de l'émission, Canal Algérie continue de participer à l'effort de sensibilisation au cancer du sein. Nous sommes en plein octobre rose et le rose est partout autour de moi. Nos invités ont fait l'effort quand même voilà, de rappeler justement cette couleur qui marque le mois d'octobre, un mois complètement dédié à la prévention au cancer. Différents types de cancer. Alors, j'ai vraiment plaisir à recevoir ce matin M. Bengoufa Ben Youssef. Bienvenue. Vous êtes le président de l'association des randonneurs de Miliana. On va se dire pourquoi randonneur et tout ça, mais c'est à l'occasion d'une randonnée baptisée Rose, voilà, la randonnée Rose pour sa deuxième édition, on en parlera avec nos invités, entre autres M. Bendali, Dr Bendali Mohamed Elias, président de l'association des médecins spécialistes de la wilaya de Ain Defla. Bonjour. Et qui a d'autres casquettes dont on parlera juste après. Bienvenue. Merci à vous. Ravi de vous retrouver, ainsi que M. Mekracha. Voilà, j'ai Mekrachi. Voilà, Mekrachi, excusez-moi d'écorcher un petit peu au début. Bonjour, merci pour l'invitation. Monsieur Mekrachi, docteur Mekrachi Hadj, est président de l'association Al-Fajr qui œuvre beaucoup justement à la prise en charge des personnes atteintes de cancer. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, la randonnée Rose pour sa deuxième édition s'est déroulée comment, messieurs, alors? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Notre association est organisée chaque année
la randonnée rose pour aider les malades de cancer du sein avec l'association des médecins spécialisés de la Wilaya de Ain Difla Amsat et l'association Fajr. Petite précision, donc voilà, ce sont les médecins de Ain Difla, mais qui sont originaires de Miliana. Hein. Vous êtes originaire de Miliana, Monsieur Bendali. Oui. Et donc voilà, vous, ainsi qu'un collectif de médecins et de bénévoles de votre collectif, avez décidé il y a déjà quelques temps. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition, tout à fait, d'organiser une randonnée en faveur de ces dames. Et pourquoi? Dans quel objectif? Alors, bon, on est dans le domaine médical. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée de sortir des sentiers battus. Mais le mot. Oui, mais voilà. Là, on va voir les sentiers battus. Voilà. Donc, et inviter les malades et leurs familles, ainsi qu'un collectif de médecins, les médecins qui l'entourent, mais dans un autre cadre. Différent des cadres de l'hôpital, des radios, des centres de radiodiagnostic, de radiologie, de radiothérapie. Donc c'est ça, c'est les sortir de la routine morbide. Et voilà, et c'est ce qui a motivé d'ailleurs l'association Al-Fajr à prendre part à cet événement, à ramener des patientes et puis aussi des bénévoles pour l'encadrement de cet événement qui est quand même assez particulier, donc assez original. Bien sûr, l'association Al-Fajr a vite sauté sur l'invitation de mes super amis, Ben Youssef Bongoufa, des randonneurs de Miliana, et mon super ami Elias Bendali, l'association des médecins spécialistes de la Wilaya de Ain Difla, qui fait beaucoup de choses. Oui, c'est une ville qui est connue. Ils animent beaucoup de choses. Moi, j'ai participé à plusieurs Miliana, vraiment, connaît un éveil sur le plan de la société civile, donc qui est très présente à travers la préservation du patrimoine, les aspects sanitaires et l'environnement, entre autres. En tout cas, voilà, quoi de mieux que les images pour résumer le déroulement d'un événement. Bien sûr, on va montrer en images, on va faire vivre le téléspectateur cet événement très apprécié par les malades, mais aussi leur encadrement. Et c'est parti pour un reportage signé Feria Al-Hamdi. Une randonnée pédestre a été organisée ce week-end du côté de Ain Sour Miliana pour sensibiliser les participants. Cancer du sein, pour ne pas affoler la population, c'est le premier cancer chez la femme en Algérie et dans le monde. On a des statistiques que c'est une maladie qui devient de plus en plus importante. Et on a même des chiffres, c'est-à-dire que maintenant, il y a une des particularités du cancer du sein en Algérie, ça touche même la femme jeune, moins de 35 ans. Voilà, on a des chiffres, c'est pratiquement 15 000 nouveaux cas chaque année. Voilà, et 3 500 décès chaque année par cancer du sein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, c'est-à-dire que c'est une maladie multifactorielle. Et on sait que la femme algérienne s'est occidentalisée un petit peu. Elle se marie un peu tard, il n'y a pas beaucoup d'enfants, défaut d'allaitement, le stress, les traitements substitutifs de la ménopause, ce sont tous les facteurs. Cette initiative vise à sensibiliser les femmes à la nécessité d'effectuer un diagnostic précoce du cancer du sein. En 2022, il y a des femmes qui ne se sont jamais dépistées et on découvre des cancers, surtout du sein, parce qu'il y a tous les cancers, à un stade très avancé. C'est malheureux de trouver en 2022 des stades avancés de cancer du sein, alors que c'est un cancer parfaitement guérissable si on le prend à temps. Cette maladie arrive de plus en plus précocement. On a eu des cas de jeunes femmes âgées de 23 ans porteuses chez qui on a dépisté des cancers du sein, alors que dans les pays occidentaux, généralement, la fréquence est entre 50 et 75 ans. En Algérie, c'est beaucoup plus précoce, agressif, et d'où l'intérêt de ce dépistage. Ce dépistage, on essaie de le faire au mois d'octobre, mais il faut le faire sur l'année. Cette randonnée est destinée aux personnes qui aiment marcher et trouver le plaisir en pleine nature. Des médecins, des malades, des enfants aussi. Au programme de la sortie, un débat-échange sur le cancer du sein et la sensibilisation au dépistage
animés par des spécialistes. C'est un geste de solidarité. On est là, on sensibilise. Il y a la majorité qui participe aujourd'hui. Ils ont eu 1 ou 2 malades dans leur famille. Quand même, ce cancer du sein, il continue à tuer. C'est presque la moitié des nouveaux cas. Il y a parfois dans la vie ce jour où tout bascule. Pour cette maman qui nous relate l'histoire de sa fille atteinte d'un cancer du sein. Cette maman qui a soutenu sa fille malgré la lourdeur de ses traitements et des journées souvent difficiles. C'était son anniversaire. Et au cours de la soirée, elle nous a dit, je vais vous dire une surprise, mais une surprise qui va vous choquer, qui va vous... J'ai un cancer. Toute... Oui, maman, j'ai un cancer du sein. Je te dis, j'ai été chez Madame Feller et elle m'a confirmé que je dois y aller immédiatement, c'était MC. En extrême urgence. Et c'était ça. Moi, je n'ai pas accepté. Durant une année, j'ai accepté la maladie de ma fille. C'était pas facile. Du jour au lendemain, voir ton enfant atteint de cette maudite maladie. Comme chaque année, depuis 1994, le mois d'octobre sera dédié à la lutte contre le cancer du sein. Un événement récurrent vise à renforcer la sensibilisation du grand public face à l'importance du dépistage précoce. Pour rappel, 90% des cancers du sein détectés tôt guérissent. Et c'est sur cette note d'espoir, justement, avancée par Fadi El Hamdi dans son reportage, que nous allons reprendre cette discussion, messieurs. Donc voilà, la randonnée a été lancée, elle s'est bien déroulée sur 14 km quand même, cette fois-ci, un tronçon beaucoup plus important que l'année dernière, effectivement. L'année dernière, c'était le début, donc c'était une randonnée assez soft. Et on a pensé aux malades, la fatigue. Aux personnes qui les accompagnaient. Donc on a fait un circuit de 2,5 aller-retour, ça faisait 5 km sur un palier. Et maintenant, cette année, c'était un challenge. Et les gens ont suivi. Et le but, c'était ça. On avait deux maîtres mots, si vous voulez, 2 buts. C'est sensibiliser aux malades, parce que c'est anormal qu'en 2022, on diagnostique des cancers à un stade avancé. C'est inadmissible. Et deuxièmement, c'est la solidarité. C'est les 2 maîtres mots. Solidarité avec les malades et leurs familles, parce que le cancer, ça touche aussi la famille. Et c'est vrai que ça change des salles fermées. Donc, à Ain Nsour, en l'occurrence, il faisait beau. Je disais le week-end, il faisait très beau. Il y a toute cette végétation autour. Donc, on est en plein air. Et ça change des salles fermées où les conférenciers c'est allié sport, loisirs et convivialité. Oui, toute une animation. On a vu la participation des enfants, entre autres. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants, c'est l'avenir de la société. Mais notre association, c'est activité dans les zones rurales. Nous sommes détenus avec les médecins pour casser le tabou avec la femme rurale. Les médecins يدخلوا عندهم ولا حاجه يسمى يوعيهم وما ديستريبي لي ديبليون باش يروحوا يديروا الكشف المبكر شكون مناطق الظل كيما حنا نقولوا قليل يلحق ليهم حنايا نلحقوا لهم بلي ميدسان تاعنا باش نديروا لهم توعيه. Voilà, c'est ce que fait aussi l'association Al-Fajr tout au long de l'année, donc aller vers les malades où qu'ils soient, les sensibiliser, les aider, leur apporter comme ça une note d'espoir en leur disant voilà, venez, on est là. Et on a même des centres d'hébergement pour vous, on vous aidera du mieux qu'on pourra, c'est ça? Bien sûr, le cancer du sein, ce n'est pas uniquement le mois d'octobre. Le mois d'octobre est dédié par l'OMS et les sociétés savantes pour en parler plus, pour sensibiliser les gens par rapport à ce fléau. Quand même, il vient de dire le professeur Binachno, 15 000 nouveaux cas, c'est gigantesque. Je reviens sur l'itinéraire et le parcours choisi par les 2 associations. J'étais émerveillé, moi et mes accompagnateurs,
par rapport à la nature, par rapport au site paradisiaque. L'Imrouj, c'était vraiment paradisiaque. La forêt de l'Imrouj, c'est 1500 mètres d'altitude. Eux, ils sont millionnaires, ils connaissent bien la région, mais pour le reste, c'est une découverte. On a passé toute la journée là-bas, c'était extraordinaire. Oui. On s'est oublié carrément. C'est vrai qu'il y avait de l'échange, il y avait de la musique. Le plus beau, il y avait des malades guéris du cancer du sein. Qui ont témoigné sur place. Oui, il y avait des témoignages, il y avait des petits groupes de paroles, il y avait des échanges, ce que vous avez fait avec la chimio, machin. Le plus beau, c'est la rencontre de malades guéris avec leurs chirurgiens. Il y avait des chirurgiens, des radiologues. Voilà, le Blida, Alger, Miliana, Médéa, Tipaza, toutes ces villes réunies dans c'est extraordinaire. Il y avait d'autres associations qu'on les salue vivement à travers aux ondes. C'est extraordinaire. C'est un lieu d'échange par excellence. On a bien apprécié cette deuxième édition et on a commencé à préparer la troisième. Déjà, on est... Toujours dans les mêmes conditions ou est-ce il y a une réflexion sur d'autres apports, d'autres ajouts? Bien sûr. Oui. En tout cas, voilà, votre collectif qui existe déjà depuis 20 ans, donc prend part à cette manifestation. Vous en faites un point d'honneur, n'est-ce pas? Oui. Au début, on faisait surtout de la formation continue. Et après, on sort de la formation continue, des discussions purement académiques et professionnelles, et on va vers le malade. Donc ça, c'est un pas, c'est une opportunité pour sortir et pour aller vers les malades, vers la société. C'est notre rôle aussi. Donc aller sensibiliser et être solidaire, c'est notre rôle aussi. Et il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée par un des cancers, au cancer du sein. Votre propre famille a été affectée, donc plusieurs membres de votre famille, entre autres. Et donc on connaît, on vit la chose et on essaie d'être plus fort et on transmet des ondes positives pour les... Oui, le docteur Mekrachi ici présent disait tout à l'heure justement qu'il y avait des malades qui avaient guéri, donc bien sûr grâce à un diagnostic précoce de la maladie, on peut en guérir. On sensibilise. La rémission peut être optimale. C'est pour ça qu'on a toute tranche d'âge. On a des enfants. Il y avait des enfants de 7-8 ans. Et il y avait des personnes âgées de plus de 70 ans, 75 ans qui étaient avec nous. Donc, toutes les tranches de la société étaient présentes et c'est pour toucher tout le monde. Et plus on diagnostique précocement, plus on a de chances de guérir. Et on guérit. Il y a des personnes qui ont été opérées depuis 20 ans. La prévention en matière du cancer du sein, elle est, mais elle a un autre sens. Le sens, c'est aller diagnostiquer très tôt ce maudit cancer et permettre une guérison aux dépens de petits gestes de chirurgie. Parfois, on n'a pas recours à la chimiothérapie. Les gens ont peur de la chimio, ont peur de perdre leur chevelure, leur sang, l'espèce de déni, l'anémie et machin. Donc c'est ça l'intérêt, c'est aller chercher ce cancer à l'état embryon, ce qui va permettre un petit geste de chirurgie. Il enlève juste la tumeur et un peu de cellules qui l'entourent et ça évite le recours à la chimiothérapie. Très bien, entendu. Oui, c'est ça. Et le dépistage, il reste accessible même chez nous. Oui, absolument. Le dépistage dans son sens global, il implique l'État parce que c'est il s'agit le dépistage, ça relève pas des associations. C'est de la santé publique. Ça relève c'est une affaire d'État. C'est l'affaire de tous, moi je dirais, dans la mesure où chacun apporte sa pierre. Et... Je parle du dépistage global qui concerne tout le monde. Oui. La femme au-delà de 40 ans ou bien au-delà de 50 ans jusqu'à 75 ans. Mais les associations se mobilisent et incitent les gens à faire un dépistage individuel. Voilà. L'occasion, elle est offerte. On est associé, on est conventionné avec des centres d'imagerie médicale qui offrent cet examen
en l'occurrence la mammographie plus ou moins échographie, on l'a dit tout au long justement de ce mois d'octobre. À tarif réduit à 50% de réduction. Les centres jouent le jeu, les centres de radiodiagnostic jouent le jeu, on les remercie. Ils font un tarif vraiment, entre parenthèses, promotionnel, mais c'est des tarifs vraiment réduits pour inciter et encourager les gens et les femmes à se faire dépister. En tout cas, la réunion de vos 3 associations a permis d'offrir à ces malades un petit moment qui est bénéfique pour le côté psychologique. Donc ça a été une initiative assez originale, une randonnée rose. Donc la randonnée rose, j'imagine, reprendra l'année prochaine. Inch'Allah. En tout cas, on lui souhaite toute la pérennité et la réussite dans ce sillage de la prévention. Merci, messieurs, de nous avoir permis de parler de cet événement. Et donc, j'ai cité là Dr Bendali Mohamed Ilyes, président de l'association des médecins spécialistes de la wilaya de Ain Defla. Et également, vous avez une autre casquette puisque vous êtes microbiologiste et secrétaire général de la Société algérienne de microbiologie clinique. On en parlera tout de suite après la transition suivante. Et merci également à M. Bengoufa Ben Youssef, président de l'association des randonneurs de Miliana, ainsi que M. Mekrachi, Dr Mekrachi Hadj, président de l'association Al-Fajr, pour cette participation à la sensibilisation auprès des éléments, bien sûr, de Canal Algérie, dont je fais partie. Merci infiniment encore une fois. Merci à vous. Et bon voyage de retour. Merci. J'espère que le voyage sera des plus agréables. Merci en tout cas de nous accompagner pour ce petit voyage jusqu'à 10h. Et pour vous encourager, on vous offre tout de suite cette chanson signée Manal Gharbi.
Et très douce que nous recevons notre invité suivante. Il s'agit du professeur Wahiba Mhis, microbiologiste et chef de service au CHU Mustapha Bacha à Alger. Bienvenue. Merci. Ravi de vous retrouver ce matin. Merci, c'est gentil. Oui, on est ravis de vous sortir un petit peu des couloirs de l'hôpital pour quelques instants. Ça nous change un peu de discuter avec les médias. Oui, et puis de parler de cette journée ô combien importante pour vous en tant qu'hospitalière. Oui, puisqu'il s'agit de la journée nationale d'hygiène hospitalière. C'est très important. Absolument. Et cette journée, donc, elle a été institutionnalisée par Monsieur le ministre. Et en fait, c'est l'aboutissement quand même de plusieurs années de travail, etc. Chez nous en Algérie, donc l'hygiène hospitalière, qu'est-ce que c'est que l'hygiène hospitalière? C'est rendre nos hôpitaux propres, c'est assurer des soins sûrs et sécurisés donc, pour nos patients. Voilà, c'est vrai qu'à l'hôpital, ça rime avec sécurité. Absolument, c'est ce qu'on appelle la sécurité des soins. Et donc, après plusieurs années de travail au niveau du ministère, Monsieur le ministre a décidé d'institutionnaliser cette journée de manière à ce qu'elle soit célébrée dans tout, je ne vais pas dire les hôpitaux, mais toutes les structures de santé en Algérie. Célébrer, mais dans un but justement d'élargir ou de nourrir cette idée d'injecter des valeurs, d'injecter aussi encore plus d'engagement auprès de toutes les personnes, tout le personnel justement hospitalier, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Alors tout le monde en fait est concerné dans l'hygiène hospitalière, que ce soit les soignants, que ce soit les hospitaliers, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, tout le personnel qui gravite autour du patient, et il ne faut pas oublier aussi les visiteurs. Les visiteurs, très importants, ils ont une part importante dans le maintien de la propreté dans nos hôpitaux. Et il ne faut pas qu'ils viennent et qu'ils salissent, etc. Donc, si vous voulez, tout le monde est concerné. Tous les citoyens algériens, qu'ils soient malades, qu'ils soient soignants, qu'ils soient professionnels de la santé, qu'ils soient visiteurs, sont concernés par cette journée d'hygiène hospitalière. Professeur, vous serez d'accord avec moi quand je dirais que on n'a jamais pris conscience de l'importance de l'hygiène autant que lors de la dernière pandémie, donc du coronavirus. Donc ça a donné encore une impulsion à vos efforts, n'est-ce pas? Tout à fait, et on l'a vu, que ce soit le personnel soignant, que ce soit les citoyens algériens avaient tellement peur de cette maladie qui était vraiment inconnue. Et on ne savait pas quelle était, si vous voulez, la finalité, comment les personnes allaient être contaminées. Et puis on a vu les premiers cas qui étaient vraiment très graves et qui atterrissaient pratiquement généralement en réanimation. Donc il y avait cette peur au ventre de tout le monde, que ce soit le personnel hospitalier ou les visiteurs. Et ça a fait ça a galvanisé les consciences. Absolument. les gens se sont mis à se protéger, à se laver les mains plusieurs fois dans la journée, à porter des gants, à porter des masques, des camisoles. Moi, j'ai vu à l'intérieur de l'hôpital des infirmiers habillés comme des cosmonautes, parce qu'ils avaient trop peur. Bon, il y a eu un petit peu d'abus dans ce sens-là, parce que bon... C'était pas encore connu, on n'avait pas encore les protocoles. Voilà, pour les tenues, elles ont leurs indications, à quel moment il faut les porter, il ne faut pas les porter toute la journée, mais c'est pour dire qu'il y a eu cet engouement vers l'hygiène hospitalière, on faisait très attention, tout le monde, disons, faisait attention au niveau du service, les visiteurs, etc. Il y a eu beaucoup de choses et on a vu même les producteurs, la production de solutions hydroalcooliques qui était explosée complètement. Voilà, tout à fait. Et même les citoyens, moi je me souviens, on a eu des dons, par exemple, pendant on a eu des dons où c'était des jeunes, et ça c'était extraordinaire, des jeunes qui se sont mis à fabriquer des masques. Des masques, des visières. Des masques, des visières, et qui nous les ont ramenés. Ils ont travaillé jour et nuit, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Alors, par cette journée, nous, on souhaiterait que ça devienne une culture chez nous.
une culture de l'hygiène hospitalière. C'est tellement agréable de circuler dans un hôpital qui est propre, qui est fleuri. C'est tellement agréable de circuler dans des services qui sont propres qu'il faut absolument qu'on s'y mette et que ça devienne une culture chez nous en Algérie. Oui, je le disais, ça a aidé un petit peu, ça a un petit peu apporté un petit peu de boost à vos efforts qui datent d'un moment, parce qu'en 2015 déjà, vous aviez commis cet ouvrage, Directive nationale relative à l'hygiène de l'environnement dans les établissements de santé publics et privés. Donc c'est dire que la réflexion, elle a mûri et elle a pris forme grâce à cette pandémie. Tout à fait, et ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu quand même, le ministère a rédigé, publié des circulaires, des arrêtés. La première circulaire date de 1985. Il y a eu plein d'arrêtés, d'instructions, etc. Mais c'était un petit peu parcellaire. Et ce qui manquait, c'était une véritable organisation de prévention et de contrôle de l'infection bien structurée. C'est ça qui en fait manquait. Et ce que vous avez, le référentiel dont vous avez parlé, c'est donc en 2013 a été créé le comité de prévention et de contrôle de l'infection. Et au niveau de ce comité, on s'est dit il faut commencer par rédiger des référentiels, c'est-à-dire des référentiels sur lesquels qui pourront aider les soignants à travailler correctement. C'est une série de protocoles, il y en a 34 je crois, 34 protocoles. Et ces protocoles vous expliquent comment faire l'hygiène des mains, comment faire le bio-nettoyage, comment stériliser un endoscope, etc. Donc tout ce qui tourne autour du soin, de l'hygiène, de la pratique est dans ce document. Et il y a un deuxième qui est sorti en 2021. Alors si celui-ci tourne autour de l'hygiène, l'environnement du patient, le deuxième qu'on a publié en 2021, lui, il parle de la prévention autour du patient. Voilà, la prévention de l'infection lors des actes de soins. Très bien. Donc voilà, vous parliez tout à l'heure d'un collectif. Vous êtes également à la tête de la Société algérienne de microbiologie. Exactement. Et quel a été le rôle de cette institution en particulier dans cet effort justement de sensibilisation ? Alors cette société donc est intervenue surtout lors de la Covid. Lors de la Covid, parce que nous sommes une société de microbiologistes, donc on a essayé d'apporter notre expertise au niveau du ministère de la Santé par rapport aux tests qui étaient utilisés, comment il fallait les utiliser, dans quel ordre il fallait les utiliser, il ne fallait pas les utiliser n'importe comment, il y avait des indications, etc. Donc là, on a envoyé des courriers au ministre de la Santé pour dire voilà ce que pense la société. Maintenant, la société va intervenir régulièrement parce que nous avons notre congrès international de la société. Et on a décidé au niveau de notre bureau de parler régulièrement de l'hygiène hospitalière, des infections associées aux soins. Ce sont des thèmes qui seront récurrents. Oui, absolument. Moi, j'avais une arrière-pensée en posant cette précédente question, dans la mesure où, effectivement, ça a été repris par les médias étrangers, etc. La gestion de la crise par notre pays a été saluée par nombre d'instances internationales, n'est-ce pas ? L'Algérie, donc, était quelque part préparée grâce à ces efforts qu'on ignore, qui se faisaient en interne, j'imagine, et qui ont fini par aboutir à cette mobilisation rapide, cette réactivité de nos hospitaliers, n'est-ce pas ? Tout à fait. Moi, je travaille à l'hôpital Mustapha, donc je pourrais vous donner l'exemple du CHU Mustapha. Alors, dès les premiers cas en Chine, quand on a su que, quand l'OMS a déclaré que c'était une pandémie, à ce moment-là, on a organisé une journée de formation, de sensibilisation. C'est une journée qui a eu beaucoup de succès parce que plusieurs collègues sont venus de partout, tout le monde était inquiet, qu'est-ce que c'est que cette infection, qu'est-ce que c'est que cette pandémie, comment on l'attrape, comment se protéger, etc. Et ça a été vraiment une journée très bénéfique. Donc c'était la première journée de sensibilisation, d'information sur cette pandémie. Ensuite, au niveau du CHU Mustapha, on a créé une cellule qu'on appelait cellule Covid
multidisciplinaire où chacun apportait, on a rédigé plein de protocoles sur comment, bien sûr, on suivait les instructions qui pleuvaient, les instructions du ministère de la Santé, et c'était rapidement appliqué et rapporté dans notre document. Donc c'est vrai que nous avons été très comment dire, réactif, et on a essayé, on a été très réactif, et on a essayé d'installer, si vous voulez, toutes les mesures de protection, de diagnostic, etc., du circuit du patient, du patient suspect de Covid, et il était pris en charge, il avait tous ses bilans, il était pris en charge pratiquement dans les 4-5 heures après son admission à l'hôpital. Moi, j'ai envie à présent, pour le téléspectateur qui a cette curiosité, de deviner à quel moment intervient dans la chaîne le maillon microbiologie, justement, au sein d'un hôpital. Alors, la microbiologie a un rôle fondamental. Elle a un rôle fondamental dans le diagnostic. Ça veut dire que le diagnostic, c'est diagnostiquer l'infection microbienne, qu'elle soit bactérienne ou virale. Alors, les collègues cliniciens, devant une suspicion d'infection, envoient tous les prélèvements nécessaires et ces prélèvements sont analysés au niveau de notre laboratoire. L'analyse va permettre d'identifier le germe ou le virus à l'origine de l'infection. Et pour ce qui concerne les bactéries, il y a des antibiotiques contrairement aux infections virales. Les infections virales, il y a certaines qui ont des traitements antiviraux. Mais pour ce qui concerne les infections bactériennes, donc une fois qu'on a identifié l'agent à l'origine de cette infection, on le teste vis-à-vis des antibiotiques pour savoir comment traiter cette Absolument. Le fait d'identifier, ça permet tout de suite, grâce à ce savoir-faire du microbiologiste, on va cibler le traitement de plus en plus. Donc il y a ça, c'est le volet diagnostic de l'infection, et il y a le volet hygiène hospitalière. Qu'est-ce qu'on entend par hygiène hospitalière? C'est quand, par exemple, dans un service, vous avez 2-3 cas identiques d'infection à un même germe. Pour nous, c'est déjà une épidémie. Une alerte. Une alerte, une épidémie. À ce moment-là, on va dans le service, on discute avec les collègues cliniciens, qu'est-ce qui s'est passé, comment, etc., pour savoir quel site prélever. Une fois que les sites à prélever sont identifiés, il y a une équipe qui monte, qui fait les prélèvements de l'environnement. Ça peut être les surfaces, ça peut être les endoscopes, ça peut être toute surface. Et ensuite, on fait l'identification de cette bactérie à l'origine de l'infection. Et à ce moment-là, la deuxième étape, c'est présenter aux collègues cliniciens les résultats de l'enquête bactériologique et ensuite, en même temps, donner les recommandations. Par exemple, dire, voilà, je prends par exemple la biberonnerie, attention, les biberons, le lait par exemple ne doit pas être préparé trop tôt, il doit être mis dans le réfrigérateur. Les endoscopes, attention, il faut respecter le temps de désinfection et de stérilisation. Il ne faut pas essayer, parce qu'il est arrivé que par manque d'endoscopes, dans certaines structures, on ampute un petit peu ce process sur le temps de stérilisation. Et ça peut engendrer après des problèmes. Donc il faut vraiment être vigilant. Il faut être vigilant. Voilà, il y a des protocoles, c'est des protocoles à respecter. Je voulais justement que ceux qui nous suivent ce matin découvrent vraiment les coulisses de votre métier et l'importance aussi de la participation du microbiologiste dans cette chaîne sanitaire. Et c'est vrai que ça permet aussi de comprendre l'utilité, l'importance de cette journée qui a été instituée par le ministère. Tout à fait. Donc c'est une journée nationale consacrée à l'hygiène hospitalière, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors c'est une journée qui est très importante pour nous, pour les gens qui sont impliqués dans l'hygiène hospitalière, parce que ça va permettre à tout l'hôpital et même les visiteurs de l'hôpital de savoir que l'hygiène hospitalière c'est important. C'est important et c'est une étape dans le soin. Ça veut dire qu'au niveau de nos hôpitaux, nous sommes dans l'obligation d'offrir un environnement propre à nos patients. Il est intolérable de voir par exemple des services où vous voyez macroscopiquement,
vous voyez que c'est sale, que le bio-nettoyage n'a pas été bien fait, ou bien, par exemple, les soins ne sont pas faits de façon correcte. Donc là, cette journée, elle va nous obliger à nous asseoir, à réfléchir, à la préparer et puis en faire une espèce de porte ouverte. Parce que comme je vous disais au début, le citoyen algérien est impliqué dans cette prévention et dans cette lutte. Et les actions justement entreprises cette année en vue de mettre en valeur les efforts fournis et consentis? Alors les actions, déjà au niveau du ministère, il y a la célébration de cette journée. Et au cours donc de cette journée, je dois faire une présentation sur justement comment organiser les choses. Et au niveau des hôpitaux, la même chose, c'est-à-dire que c'est une journée dorénavant qui doit être préparée suffisamment à temps pour lui donner toute son importance et toute sa place. Ça veut dire placer des banderoles, des affiches, faire une porte ouverte, amener les citoyens à venir, à voir comment qu'est-ce que c'est que l'hygiène des mains, comment on fait la friction, comment utiliser cette solution hydroalcoolique. Et puis, il faut savoir aussi... Que faut-il et que faut-il faire par rapport aux malades? Que peut-on apporter aux malades? Et qu'est-ce qu'il faut éviter d'apporter à l'hôpital? Alors, par rapport aux citoyens, déjà, il faudrait pas, ça c'est une culture, mais il faudrait qu'on arrive à changer notre culture. C'est vrai que quand quelqu'un est hospitalisé, si on ne va pas le voir, cette personne peut être vexée, mais en fait, la famille, il faut qu'il y ait 1 à 2 personnes, pas plus. Et moi, j'ai vu des familles entières venir s'asseoir autour du patient, et puis chacun arrive avec ses microbes, on ne sait pas d'où il vient, il a peut-être travaillé, il a peut-être traversé la ville, il a peut-être pris un bus, il arrive avec des mains souillées et avec des microbes, et qu'il va donc laisser au niveau du lit du patient ou de l'espace du patient. Et puis il y a aussi le problème des enfants. Les enfants qui vont visiter un patient, c'est pas normal. Oui, c'est pas recommandé pour leur santé. Hein. Tout à Les parents devraient être vigilants. Tout à fait. Oui, effectivement. Ce qu'il faut dire, c'est que l'hôpital, ça n'est pas un espace où, comment dire, j'allais dire anodin, mais pas ça. Mais c'est pas un espace, c'est pas un jardin, c'est pas un lieu de rencontre. C'est pas un lieu de rencontre, exactement. C'est pas un lieu de rencontre. C'est pour prodiguer des soins, c'est pour prendre en charge un malade en détresse. Oui. Tout à fait. C'est un espace où on est obligé d'être propre, de se laver les mains, d'avoir un environnement propre. Et il ne faut pas que les... Il faut continuer de faire comme si il y avait encore la pandémie. Tout à fait. Il faut la garder en tête. Il faut garder en tête les mêmes gestes et les mêmes recommandations durant la pandémie. Il faut juste, pour finir, il faut juste que le citoyen comprenne que lui aussi participe à la guérison du patient. Absolument. Il ne faut absolument pas qu'il le contamine avec les bactéries ou les virus. Quelqu'un d'enrhumé, une rhinite, une infection respiratoire ou une infection cutanée ou autre, et qui vient dans le service et puis qui peut laisser ces bactéries dans l'environnement du patient. Merci infiniment pour toutes ces recommandations, professeur Kamhis Wahiba. Je rappelle que vous êtes professeur en microbiologie, chef de service au CHU Mustapha Bacha à Alger. Donc, vous interveniez à l'instant à l'occasion de la journée nationale d'hygiène hospitalière. Merci pour cet éclairage et merci à tous ceux qui sont avec nous ce matin et qu'on a gâté avec de belles chansons. On continue encore de vous offrir de très belles interprétations. Celle-ci est une reprise de Idir, Les chemins qui montent, et c'est avec la voix cristalline d'Amel Brahim Jelloul. C'est parti.
mes amis du dimanche. Jawdat Gessouma, bienvenue. Merci. Ça va? Bien, oui, ça va. En bien. forme? Oui. Bon, les bonnes feuilles, c'est dans un petit instant. Voilà. On va d'abord aller dans l'univers de notre ami Yazid Ait Mahiddine. Bonjour, ça va? And so with Zillich. what else Yeah. today? Les élites politiques. Non, pas de politique, never. Donc voilà, on va parler bien sûr de préhistoire. Oui. Parce que l'Algérie est un pays. Ça, j'aime bien. Oui, la profondeur préhistorique. Oui. Donc nous allons parler de l'homme de Palikao, donc l'homme de Ternif en fait. Oui, c'est un site à l'ouest du pays. Oui, c'est un site parmi les premiers. Les fouilles préhistoriques sont déroulées donc, dans cette région d'Algérie, du côté de Mascara. Et je pense actuellement à des fouilles encore sur ce site. Et c'est en 1950 que les premiers. On y va direct à Tignif? Oui, Ternif, On bien parle sûr. pas d'Amel Brahim Djelloul d'abord? Ah oui, Amel Brahim Djelloul. Ah ben voilà. On a oublié cette voix, ce lyrisme extraordinaire de Amel Brahim Djelloul et cette reprise de Idir. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, c'est vrai, parce qu'on devait parler, après on l'a utilisé comme transition pour un petit peu rappeler un peu cette voix, l'une des voix féminines les plus cristallines, je reprends. Absolument, mon terme. Voilà. Pas de souci. En tout cas, elles étaient 3 voix mises en valeur dans un quotidien à l'étranger cette semaine. Donc il y a elle, Samira Brahmiya, et également Souaïd Massi, donc 3 voix algériennes qui brillent parmi les voix féminines du monde cette semaine. Oui, mais le lyrisme, c'est Amel Brahim Djelloul. Oui, ça donne la chair de poule, effectivement. Ça donne la chair de poule. Elle a un très bel album, un nouvel album à présenter cette année. Voilà, et puis elle a rendu hommage à l'icône de la musique algérienne, Idir. Absolument, voilà. De fort belle manière. Voilà qui est dit par rapport et on prend la voix maintenant de Ternif. Oui, absolument. D'une voix à l'autre, direction Ternif, dans la wilaya de Mascara. À travers l'histoire. Oui, en fait, Ternif, donc il y a eu ce site préhistorique qui date de 1950 parce que les premières fouilles ont été réalisées par le professeur Balout de l'université, la faculté d'Alger et toute l'équipe du CRAP aussi. Et on a eu la participation de Sahnoun aussi. Hein. Oui, Sahnouni par la suite. Sahnouni est venu par la suite pour encore des recherches et des fouilles sur ce site de l'homme de Palikao au l'homme de Ternif. Eh bien, particulier, c'est des 0,0000, c'est les Pléistocène moyen, c'est 650 000 ans avant notre ère. C'est entre 781 000 ans et 126 000 ans avant notre ère. Donc, vous voyez la profondeur et la richesse et la grandeur de notre pays. C'est vraiment magnifique que de parler de ce l'homme de Ternif, parce que Palikao, c'est par rapport à un chercheur, etc., par rapport à une expédition, je pense, du côté de la Chine, mais le nom berbère, le nom amazigh, c'est Ternif. Là, on voit un mandibule, justement. Voilà, donc ils ont trouvé, en fait, cet homme donc, dans la région de Ternif, du côté de Mascara, et cette région, elle est riche, et comme d'autres régions, comme l'homme de Afalou Bourmel, comme Ain Bouchret, le dernier site, c'est là où M. Sahnouni a intervenu permis à une datation qui a bouleversé un petit peu l'histoire du monde. Oui, c'est du côté de Sétif, et puis il y a aussi dans notre quartier, juste à côté des Allobroches, il y a eu le site atérien des Allobroches de 1959. Voilà. Oui. C'est dire un petit peu que notre histoire, la préhistoire en Algérie, regorge d'exemples extraordinaires. Hein. Ouais. Et de la préhistoire à l'histoire. Qu'est-ce qui vous a pris de nous emmener à Ternif aujourd'hui, Ternif, c'est pour dire toute la profondeur historique de notre pays, pour rappeler que ce pays est grand et ce pays est historiquement, il est enraciné dans la préhistoire. Absolument. Voilà. Absolument. Et de la préhistoire à l'histoire, et pour parler d'un grand monsieur, d'une personnalité mondiale, et pas des moindres, c'est Don Fitzgerald Kennedy, puisque ce week-end,
une stèle a été érigée en son honneur à El Biar, parce qu'El Biar aussi a la place Kennedy. Oui, elle est baptisée depuis très longtemps, cette place. La place a été baptisée très longtemps, mais maintenant, au week-end, il y a eu une stèle en hommage à John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis assassiné. Et là, on voit le ministre des Moudjahidines et l'ambassadeur des États-Unis qui ont donc baptisé cette stèle au nom de cette icône de la paix, John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, il faut rappeler que le 2 juillet 1957, il était sénateur. Et pendant, pendant cette période-là, son mandat, il a fait un discours extraordinaire où il a carrément pris position pour la décolonisation. Et il a dit que, comme quoi, il était contre la politique américaine qui soutenait la France, parce que la France était... on voit justement voilà, donc là, c'est un extrait. Par contre, c'est pour ces proclamations de l'indépendance d'Algérie. Donc c'est là où il a parlé un peu sur son soutien et la reconnaissance de la République algérienne démocratique et populaire en 1962. Donc, après, il avait accueilli l'ex-président Ben Bella. Voilà. Il y a eu d'ailleurs une discussion mémorable entre eux. Voilà, absolument. Donc il y a eu ce grand moment de solennel où il a reconnu donc la souveraineté de l'Algérie. Et puis rappelant qu'il était dans le camp démocratique et grâce aussi au travail des Algériens, des personnalités algériennes comme Mohamed Yazid et Abdelkader Chanderli qui ont ouvert le bureau du FLN, donc le bureau du GPRA aux États-Unis. Ils ont fait un travail titanesque pour faire adhérer donc les courants les plus progressistes, démocratiques, pour la cause algérienne. Absolument, voilà. Absolument. Et voilà, donc... et on reste toujours dans l'histoire parce que demain, c'est le 17 octobre, donc célébration des manifestations pacifiques du 17 octobre qui ont été réprimées dans le sang par Maurice Papon et par l'administration coloniale. Et hier, il y a eu donc l'inauguration d'un rond-point, donc d'une placette du côté d'Argenteuil, au nom de Fatima Bédar, qui était l'une des victimes, l'une des martyrs, l'une des icônes de ces manifestations du 17 octobre 1960. On est en train de voir donc à Argenteuil l'inauguration de cette stèle. Voilà. Voilà, c'est un rond-point qui a été baptisé le rond-point Fatima Bédar, cette jeune gloire à nos martyrs. Écolière donc, qui est tombée parmi les martyrs. Qui avait rempli son cartable et qui avait salué sa maman d'une manière très optimiste, très joyeuse et qui fut retrouvée quelques jours après dans la Seine comme ça. C'est une histoire terrible. Et voilà, gloire à nos martyrs, comme vous l'avez dit, parce que rien ne vient de nulle part comme ça. Donc, après ça, on va parler quelque chose de par rapport au 7e art, parce qu'à Sétif, actuellement, depuis, je pense, du 22 jusqu'au 30 octobre, il y aura donc les journées du cinéma international dans la Maison de la Culture de Sétif, et la clôture sera dans le mall de Sétif, parce que Sétif... Aussi, une rencontre littéraire aussi. Une rencontre littéraire prometteuse. Très importante. Ouais. Ah oui. Prometteuse. Moi, je parlais du 7e art, je ne savais pas qu'il y avait. Il y a les bonnes feuilles. Il y a aussi le salon du livre. Il vous tend la perche. Donc, Sétif, c'est vraiment une capitale. Donc, on va prendre l'autoroute Est-Ouest, on va y aller voir, se faire dédicacer le livre de... Et aussi voir des bons films. D'accord. Et pour avoir des petits indices, je vous invite tout de suite aux bonnes feuilles de Djawdet Gessouma. J'ai pas encore terminé en fait. Mais on peut revenir, c'est pas grave, il dit un mot. Oh, Yazid, voyons. Oui, bien sûr. On parlait de démocratie à l'instant. À toi l'honneur, alors l'honneur à Joe. Merci. Oui, donc il y a des bonnes feuilles. Justement, hier j'ai assisté encore les modalités enfin, du mois rose continu. Donc hier il y avait un espace de parole, donc très libéré. La parole, quand elle se libère sur la douleur, c'est très important. Absolument. Donc, il y a tout le temps des révélations à ce moment-là. Voilà. Il y avait le mois rose, donc vous aviez eu l'honneur d'inviter justement un membre de l'association Winnelka, qui est vraiment très active à ce niveau.
Et donc j'ai rencontré cette personne, il y a tout un groupe de personnes sur le site d'un organisme qui s'appelle Tabibou, en partenariat avec Windelka. Et il y avait vraiment une rencontre tous les week-ends. Il y a donc des rencontres lors de ce mois rose qui parlent justement de parole. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient écrit, d'autres personnes qui amenaient les gens à se faire dépister, les femmes à se faire dépister. C'est important, toute cette solidarité et tout ça qui est autour de cet événement. Donc c'est Windelka, Tabibou, c'est facile à trouver pour d'éventuelles autres rencontres. Et l'histoire, pour revenir à nos interrogations actuelles, l'histoire, quand elle commence à s'écrire de nouvelles manières. Aujourd'hui, on a donc des romans graphiques qui parlent justement de Fatima Bdar. Il y a aussi des choses qui parlent des événements en soi. Il y a d'autres éditions qui parlent de ce qui s'est passé en amont. Il y a des historiens, il y a des thèses, il y a de la bande dessinée. Là, on parle de l'événement, de la répression du 17 octobre en particulier. Ce n'était pas un acte spontané, ce n'était pas un accident de la police française. Vous savez que quand quand un préfet, le préfet c'est le représentant direct du président. Donc on ne peut pas dire que De Gaulle n'était pas au courant, qu'il n'a pas adoubé ce fait. On ne peut pas dire que les Algériens sont juste sortis comme ça. Il y a eu toute une succession de choses avec PPR, MTLD et tout, qui ont donné aussi FLN, GPR. Il y a tout un ensemble avec la Fédération de France qui ont transposé cette question algérienne en France et qui depuis justement ont transposé ça jusqu'à l'ONU, ça a été donc une question très importante. Donc le 17 octobre 1961 n'est pas seulement une date et c'est pas seulement une journée. Donc il y a évidemment, là on voit Jean-Luc Einaudi, la bataille de Paris, avec des rééditions augmentées, Jean-Luc Einaudi, octobre 61, un massacre à Paris, etc. Jean-Luc Einaudi a été un des premiers et un des plus pertinents pour dénoncer cette répression qu'il savait organiser, qu'il savait qu'elle n'était pas gratuite, qu'il savait que c'était pour casser le GPRA, le FLN, toutes ces actions, parce qu'il était obligatoire, si on transposait cette question en France, dans le centre même de la colonisation, on allait justement transposer cette action vers l'international et donc parler de la cause algérienne d'une manière officielle, mais en reconnaissant cette cause algérienne. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure, il y avait Jim House et Neil McMaster ont été très choqués parce que c'était des Britanniques qui ont constaté que la France n'était pas aussi démocratique, n'était pas aussi, droit de l'homiste comme on se targuait depuis 1789. Et donc, là, ça a vraiment amené là aussi, Ali Haroun, donc il y avait... Témoin, justement, du 17 octobre. Qui a édité au Seuil et ensuite qui a édité chez Casbah Édition son livre, où il parle justement de cette fameuse 7e wilaya. Ahmed Doum aussi, qui parle de la Casbah, d'un parcours de la Casbah à la prison de Fresnes, avec le réseau Janson, avec toutes ces choses-là. Il y a aussi Linda Amiri, chercheur, à la fin. Yazid me reprendra. Oui, mais chercheur avec à la fin. Voilà, on peut le dire, je me suis renseigné. Et donc, qui a beaucoup aussi travaillé sur la bataille. On avait la bataille d'Alger, là on a la bataille de France. Donc, de ce transport, entre guillemets, de cette cause vers la guerre d'Algérie en France. Vers la guerre d'Algérie en France. Beaucoup de choses qui se sont écrites. Et aujourd'hui, Omar Boudaoud, il y a aussi, par exemple, Adolfo Kamensky, qui était un immense faussaire, mais qui a été de toutes les causes dites progressistes. Algérie, alors là,
Pérou, Colombie, Uruguay, Chili, Mexique, Saint-Domingue, il était partout là où il y avait une cause à défendre. Il a même défendu une fois Daniel Cohn-Bendit comme ça, en lui faisant des faux papiers. Et donc, où on a eu qu'on a reçu sur ce plateau. Oui, dont la fille Sarah Kaminski, née à Alger, d'ailleurs Sidi Mohamed, en 1979, avait écrit un livre sur son illustre papa. Voilà, donc, c'est-à-dire que le 17 octobre 1961 est une date, mais c'est aussi toute une synthèse d'événements, une synthèse d'ailleurs de produits et de productions qui en ont parlé entre recherche, roman graphique, bande dessinée et même personnages illustres. Il y a, je ne sais pas si c'est Garcia Marquez, qui a été pris pour un arabe. Qui a été tabassé, enfin il y a qui a goûté à l'injustice en fait. Voilà, et donc ça a été tout. Les Américains, les Anglais se sont retrouvés face à une manifestation raciste qui est allée à son paroxysme. On a jeté des gens dans la Seine, on a en fait, pas la manifestation, c'est la répression qui était raciste. Oui, la manifestation elle-même je parlais de la manifestation. Non. Pas de la manifestation pacifique qui a été réalisée, je parlais de la manifestation expressive voilà, non, moi tu sais boule de gomme. De la manifestation xénophobe française, ils ont manifesté leur haine, et puis il fallait absolument... La chasse aux faciès, je parlais surtout de ça, et c'était vraiment le paroxysme parce qu'il fallait absolument que la France casse toute initiative du GPRA, du FN, parce qu'ils savaient pertinemment que justement ça, et puis ça a créé l'effet inverse, parce que ça nous a directement mené vers Évian, ça nous a directement mené vers l'ONU, et où même le choc de la société occidentale qui croyait en ces valeurs humanistes de la France, avait réalisé que la France était un pays colonisateur et avec de la violence, avec une répression horrible, où on a même parlé c'est-à-dire qui était parfaitement organisée, parce que toute cette répression, quand vous lisez tout ce qui se fait d'une manière systémique, vous allez voir que c'était organisé, que ce n'était pas juste comme ça, que les manifestations algériennes étaient pacifiques, qu'elles n'ont jamais été violentes et qu'elles ont été réprimées d'une manière qui a montré tout le visage hideux de cette colonisation. Voilà, donc c'est ça qui a c'est-à-dire qu'il y a toute la structuration de l'immigration autour de la Fédération de France, d'un côté, et puis tous ces Algériens qu'on pensait qu'ils étaient dans la périphérie, dans les banlieues, qu'on ne voulait pas voir, qui sont cachés, etc. Exact. Pour une fois, ils étaient là. Ça s'est passé partout. Voilà, les manifestations algériennes se sont faites partout, et la répression s'est faite partout. Et puis il y avait un mot d'ordre. On leur a dit d'être classe. D'être bien habillé, voilà. D'où justement la symbolique de tout ça, c'était un peu Fatima Bdar qui s'est habillée, qui a mis ses tresses, qui s'est maquillée, qui s'est faite belle. Et voilà, c'était vraiment l'élément le plus symbolique Et puis il y a eu les milieux progressistes qui ont soutenu quand même, il y a des photographes qui ont témoigné, qu'il y a des photos aujourd'hui, il y a des films la photo aussi. A été vraiment très l'expression. D'ailleurs, l'Italien Riceputi a vraiment bien illustré ces choses-là dans son livre. C'est aussi un des acteurs témoins de cette répression. Les photos sont terribles. Il y a eu des images, il y a eu des photos. Et donc, ça a été très important dans la sensibilisation et la conscience des gens, que les gens ont eu de ces événements tragiques. Absolument. Donc, en tout cas, chez les bons libraires, on peut retrouver toute la liste des ouvrages que vous avez cités. Il y a même des bandes dessinées. Des bandes dessinées chez Galliman. On parle beaucoup de ça. Taïb Ben Abbas qui a beaucoup parlé de Fatima Bdar, qui a parlé du 17 octobre. Il y a Didier Denenx qui a... Voilà.
Jawdad, vous voyez comme il est généreux, il vous tend encore la perche, il continue, il est très démocrate, Yazid. Absolument. Donc Yazid qui n'a pas terminé de nous donner j'ai pas terminé puisque la musique adoucit les mœurs et puis il y a le grand festival de la musique symphonique. Absolument. La grande musique, elle est là. On en a bien besoin. À l'Opéra d'Alger puisque il y a eu l'ouverture avec l'Allemagne, qui est l'invité d'honneur, et ils ont exécuté ce qu'on appelle l'art del mondo. Donc il y avait aussi Lotfi Saïdi comme chef d'orchestre. Il y avait 2 orchestres pour l'ouverture et c'est excellent. Donc absolument. Donc, une très belle fusion algéro-allemande qui a séduit justement le public. Donc, et aujourd'hui, je pense qu'il y a la participation de la France, du Japon et de l'Allemagne aussi. Donc, et puis demain, je pense l'Autriche et le Danemark. Le Danemark qui revient aussi avec un grand jazzman qu'on a reçu, je pense, récemment, je pense il y a 3 mois. Et voilà, donc il revient avec puis les Autrichiens avec le trio Mozart. C'est-à-dire que voilà, il y a de la variété dans ce très beau programme qu'on peut découvrir dans le site de l'Opéra d'Alger, donc avec de plus amples détails, avec les horaires, la composition de chaque spectacle. Voilà, merci. Et pour terminer, il y a notre ami... il faut y aller voir le film Ticket for Paradise. C'était un film... Ticket pour le paradis. Oui, Okay. avec Julia Roberts et Georges Clooney. C'est un film vraiment avec un humour Vraiment, vous allez rire, hein, il faut y aller voir ce film. Il est programmé dans décapant, un humour décapant, voilà, j'allais dire dépaquant, décapant. Waouh. Donc voilà, c'est un beau film. C'est un peu sorti récemment. Récemment, oui. Il est, je pense qu'il est. Il est dans les cinémas. Cosmos, Beta, Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun, Sahel, même Salam, Chiraga, Sahel. Et voilà, donc c'est un très beau film. Et je l'ai choisi pour dire à notre ami Nabil Kitouni, Mabrouk. Il s'est marié. Félicitations. Nous attendions cette information avec impatience. Félicitations. Voilà, on aura droit à un bon couscous, j'imagine. Ah oui, le couscous. Mabrouk et congratulations. Voilà. Félicitations. Oui, le couscous, j'ai oublié. Le couscous j'ai tendu la perche, mais elle n'a pas été perçue. C'est le couscous au rose de Miliana, j'allais en parler. Donc voilà. Pourquoi pas un couscous au rose de Miliana ou un couscous belhalhal avec des fleurs violettes qui est parfumé. Voilà. Et coloré. Absolument. Voilà. Sur ce, voilà, j'ai tout dit en fait. Voilà. Super Yazid, excellent. Donc merci d'avoir été avec nous, hein, Yazid. Voilà. Yazid Aït Mahidine avec ses coups de cœur ce matin. Et puis on a eu Jawdad Gessouma pour les bonnes feuilles et les propositions de livres justement qui sont liés à cet événement dont on parlera également demain avec d'autres invités. Il s'agit de la répression du 17 octobre en France. Et bien sûr, voilà, Yazid nous a amené une très belle bande-annonce de ce festival tant attendu, le festival de musique symphonique. Et c'est parti. تحت الرعاية السامية لوزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مروجي. محافظة المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية تنظم الطبعة 12 من المهرجان بمشاركة 14 بلدا وألمانيا ضيف الشرف. المهرجان من 15 إلى 20 أكتوبر 2022 بأوبرا الجزائر بوعلا بالسيح.
Voilà, c'est une pépite qui nous vient du dernier salon Revad. C'était la clôture jeudi dernier justement pour le salon international de la revalorisation et récupération des déchets. Donc pour 2022, les participants étaient au nombre de 70, issus de différentes régions du pays et même ailleurs. Et bien sûr, elle a brillé parmi ces pépites rencontrées lors de ce salon. Il s'agit de Madame Souad Soltani, ici présente, qui a lancé tout récemment une start-up ô combien bénéfique pour notre environnement. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Ravie de vous recevoir ce matin. C'est réciproque, l'honneur est tout pour moi. Donc, je me présente, c'est Souad Soltani, je suis gérante d'une petite start-up spécialisée dans la collecte des déchets ménagers. Le but, c'est instaurer la culture du tri sélectif chez le citoyen algérien. Donc, l'idée, c'est une idée innovante qui est venue en Algérie par l'instauration des chapiteaux ou bien des green stores un peu partout dans le territoire national pour promouvoir la culture de tri sélectif chez les citoyens algériens. Voilà, c'est vrai que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a tenté différentes démarches dans ce sens pour amener quand même une culture de tri sélectif auprès du citoyen. Certaines ont marché, d'autres ont vraiment avorté, donc ce n'était pas toujours un succès. Vous avez choisi donc en tant que citoyenne, voilà, d'apporter votre contribution. Là, on voit justement cette grande bouteille qui a été installée dans une région de l'ouest d'Algérie, donc Saïda en particulier. Exactement. Voilà, c'est avant d'installer les green stores, vous avez eu cette action. On est en train de, ça fait bon, la start-up elle est née en 2021 récemment, donc on a préféré de faire une petite étude de marché, donc on a fait pratiquement les 58 wilayas pour faire une petite promotion à notre projet et on a fait notre projet pilote à Oran, dans le village olympique au moment des Jeux pendant les Jeux méditerranéens derniers. Donc, et en même temps, on voulait faire une promotion pour faire comprendre notre idée d'abord aux citoyens avant d'installer les chapiteaux. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même toute une collectivité au sein du village olympique. Donc, vous avez installé votre store, Green Store, au sein de ce village, et ce sont les athlètes qui ont été un petit peu les pionniers à essayer cette manière de faire. Exactement. La collecte de toutes les bouteilles d'eau, parce que ça boit beaucoup d'eau, les athlètes. Ils ont pris beaucoup d'eau au moment des Jeux olympiques, mais ils ont adopté notre projet. Donc on a eu l'honneur d'être avec des athlètes d'autres pays. Ils ont aimé et adoré notre projet. Donc, on parlait tout à l'heure de la promotion du tri sélectif. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'État a déployé beaucoup d'argent et de... Oui. Et beaucoup de... Pardon. Oui, beaucoup de moyens. Donc, beaucoup de moyens ont été mis à la disposition de ce dispositif, pour instaurer le tri sélectif chez les citoyens. Mais ça a été avorté parce que le citoyen lui-même, il n'est pas encore préparé pour ce genre de tri. Donc, notre projet, c'est bâtir une plateforme solide pour avoir un citoyen intégré et responsable. Car le citoyen algérien, il est un petit peu difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour lui offrir des cadeaux. C'est un moyen de l'inciter à adopter et être fidèle à notre programme. Parce que dans la chaîne du trait sélectif, il y a toujours un maillon faible. Dans chaque projet, il y a un maillon faible. Mais il faut travailler sur ce maillon faible pour pouvoir renforcer la chaîne. Parce que si on n'arrive pas à renforcer le citoyen, à le cultiver, à l'inciter à adopter des gestes écologiques et des citoyennes, donc on ne pourra jamais avoir une Algérie propre et verte. Parce que tout le travail, il est sur le citoyen lui-même. Donc c'est pour ça qu'on a préféré de travailler avec les enfants beaucoup plus, pour instaurer cette culture chez l'enfant, pour avoir un citoyen dans 10 ans, un citoyen déjà préparé, déjà intégré et citoyen au vrai sens du mot. Oui, donc vos actions, on les a vues à travers les photos, ont touché cette frange
de la société, donc les Algériens de demain. Donc ils sont là, ils comprennent un petit peu l'importance des matériaux, leur utilité, le fait qu'ils puissent être recyclés, qu'il y a cette économie circulaire dont on parle un peu partout, qui est un petit peu axée sur le recyclage de ce qu'on jette comme déchets. Donc ils ont compris, les enfants, à travers vos messages, l'importance de chaque déchet dans ce cycle économique. Oui, bien sûr. On a trouvé, ils ont assimilé très très rapidement l'idée. Donc même, pour nous, les enfants, c'est nos ambassadeurs à travers le territoire national pour faire circuler cette culture. Oui. Parce qu'on voit très bien qu'un enfant peut changer les habitudes de leurs parents. Oui. Absolument. Par contre, les parents, c'est vraiment difficile d'instaurer un train de vie à un enfant. Ça lui prend peut-être des années pour lui inculquer une éducation bien précise. Par contre, un enfant, avec un geste, il peut changer les mauvaises habitudes de ses parents. Donc c'est pour ça que notre projet, il est beaucoup plus basé sur les enfants. Oui, très bien. Donc alors, des Green Stores qui vont être installés un peu partout, mais bien sûr, il y a toujours un projet pilote. Vous avez opté pour pour une commune ou une région particulière pour ce projet pilote. Oui, donc on a opté pour Alger Centre bientôt, ou bien Lucendé. Donc on est entre les deux. On va instaurer bientôt le premier Green Store en Algérie pour la collecte des déchets, bien sûr. Bien sûr, c'est pour la collecte des déchets, pour la promotion de notre projet. Donc, on voudrait faire un appel de votre plateau aux tous citoyens algériens d'adopter et de venir en masse pour connaître l'idée d'abord, pour essayer d'adopter ce projet, Inch'Allah. Parce que ce qui est original dans cette démarche, c'est que les Green Stores ne sont pas des machines installées et toutes seules, parce qu'il y a un accompagnement et une orientation et une pesée qui se fera au quotidien. Exactement. Donc nous avons opté pour un contact physique avec le citoyen. Donc comme vous savez, la société algérienne, elle a plusieurs catégories de personnalités. À peu près, c'est une mosaïque de personnalités. Donc on a préféré le contact physique avec la personne pour mieux étudier la personne elle-même. Donc c'est pour ça on a fait le Green Store avec 2 employés dedans qui vont vous accueillir, peser votre déchet, et en contrepartie ils vont vous offrir un cadeau qui va être symbolique le premier jour, le premier contact, mais après vous allez gagner des points. Voilà, vous avez entendu, vous avez bien entendu. Si vous voyez ces petits stores, ces green stores avec des couleurs, plein de couleurs, eh ben, vous aurez un cadeau d'abord si vous déposez vos sacs justement de déchets recyclables. Et on entend par déchets recyclables, bien sûr, tout ce qui est plastique, carton, les cartons, aluminium, tout ce qui est les produits ferreux, exactement, tout ce qui est de l'aluminium ou du cuivre également, non ferreux plutôt. Non ferreux. Voilà, non ferreux. Donc, et en même temps, ils vont gagner des points pour participer à la tombola qui va être à chaque fin du mois. Ils peuvent gagner des cadeaux de valeur, donc comme des laptops ou bien des portables ou bien un voyage sur le territoire national. C'est pour promouvoir le tourisme en Algérie. Oui. C'est une démarche qui est intéressante dans la mesure où elle favorise la sensibilisation de nos industriels aussi ou de nos opérateurs économiques, dans la mesure où ils prennent part à cette éducation de masse. Justement, c'est ce qu'on a remarqué. Parce qu'ils offrent des cadeaux gracieusement et c'est leur contribution à ce projet écologique. Justement, pour notre projet, on a été soutenu par plusieurs opérateurs économiques, si vous me permettez de citer leur nom. Donc, oui, peut-être. Voilà, notre produit. S'ils sont importants dans la démarche. Oui, parce que comme notre produit phare dans notre Green Store, c'est les cadeaux en communication avec notre partenaire Mobilis. Et en même temps, on a été soutenu à Oran aux Jeux Olympiques par l'OFA, l'AMI, Faderco, Vivacos. C'est des opérateurs économiques qui nous ont soutenus. Ils ont donné beaucoup de cadeaux
pour pouvoir lancer ce projet pilote. Voilà, on les a cités une fois, on s'arrête. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'était très important on salue, pour nous on salue leur implication. On salue leur implication. Justement, voilà. Ils ont été très impliqués dans le projet, ils ont adoré, ils sont toujours là pour nous offrir à chaque fois des cadeaux, à chaque fois les cadeaux pour les citoyens, bien sûr, pour pouvoir mener à bien l'opération, c'est-à-dire inciter l'usager, le citoyen, donc les ménages, à adopter le tri sélectif systématiquement, que ça devienne une culture, une habitude pour chacun. C'est un petit peu votre rêve, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tout Algérien rêve d'une Algérie verte. Tout Algérien rêve d'une Algérie propre. Tout Algérien voudrait avoir un pays beau et propre comme les autres pays. L'Algérie, comme vous savez, c'est un continent, ce n'est pas un pays. C'est la porte de l'Afrique. Donc on voudrait avoir une image vraiment claire et belle. Une Algérie qui porte vraiment son nom. Parce que quand vous voyez, vous êtes des Algériens, donc vous passez par... Toute personne algérienne passe par des bennes à ordures. Elle voit ce qu'il y a comme image. Vraiment, c'est une pollution visuelle que... qu'on pourrait s'épargner, effectivement. Il suffit de rien du tout. C'est des gestes de tous les jours. C'est vraiment de petits gestes de citoyenneté, de rien du tout, qui peut changer toute l'image. Oui. Donc, je vous prie de ce plateau-là, essayez d'être écologique. Essayez d'avoir des gestes écologiques, des gestes simples qui pourront aider notre Algérie à avoir une meilleure image. Et je salue... C'est vrai qu'il y a des foyers de pollution qui sont visibles dans certains quartiers d'Alger ou d'Algérie. Et c'est vrai qu'il y a des collecteurs qui essayent de ramasser tout ce qui est recyclable. Mais parfois, cette volonté d'extraire, je dirais, ces déchets amène aussi une destruction de la benne ou une destruction de ces enveloppes de déchets. Exactement. C'est ça qui n'est pas bien. Je salue les collecteurs de ce plateau, mais il y a un geste qu'il faut le faire. Un collecteur, quand il passe, il laisse derrière lui une déchetterie. Il déchète les sacs, il prend ce qu'il veut, mais il laisse derrière lui un travail énorme pour le Netcom. Donc même le Netcom, il ne prend que les sachets, mais ce qui reste par terre restera pendant une semaine, qui va être un facteur d'avoir des insectes, des mouches pour le citoyen lui-même. Donc c'est pour ça qu'on voudrait éviter ce genre de choses. On aimerait bien que les collecteurs aient la conscience de ce qu'ils fassent. C'est vrai que c'est des acteurs potentiel parce que ça permet à la chaîne de recyclage de fonctionner. Mais il faut trouver un autre moyen de travailler. En tout cas, c'est ce que vous proposez à travers SM VisionNet, voilà cette start-up naissante qui va permettre justement de sensibiliser au plus près le citoyen pour un tri sélectif en amont, avant même justement à la source, avant même l'arrivée des déchets au niveau de la benne à ordures. Il y a déjà extraction de tout ce qui est récupérable, donc carton, plastique, etc. Bravo pour cette initiative. Merci. En tout cas, Louab, ça permet justement aussi aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin peut-être de suivre un petit peu votre expérience et d'élargir ou d'être partenaire. Voilà, de ce plateau, j'aimerais bien remercier Madame la ministre qui nous a soutenus pendant tout le long de notre projet, Monsieur le ministre des startups, Monsieur le ministre délégué des startups. On voudrait aussi féliciter l'Agence nationale des déchets qui nous a vraiment donné un coup de boost à chaque fois. Elle est là pour nous. Monsieur le directeur de l'agence aussi, c'est une personne qui aime vraiment son travail. Il veut vraiment faire vraiment faire de son mieux pour faire de son mieux pour avoir une Algérie vraiment propre et verte. Je le salue de ce plateau. En tout cas, nous, on vous salue bien bas pour cette initiative qui apportera certainement ses résultats, pas tout de suite, parce que vous visez quand même un résultat. Oui, bien sûr, dans 5-10 ans. Voilà, on aura une génération écologique. Voilà, l'essentiel pour nous, c'est avoir une génération écologique, une génération intégrée, un citoyen vraiment qui aime son pays, un citoyen qui veut le changer, un citoyen qui veut vraiment une Algérie plus belle. Une Algérie plus propre, une Algérie plus verte, c'est ça.
C'est ça notre projet. Notre projet, il n'est pas autant commercial qu'un projet de citoyenneté. C'est pour ça que je lance un appel aux citoyens d'adhérer à notre programme et à notre projet. Merci infiniment. J'espère qu'ils seront nombreux à vous renvoyer un écho de cette intervention ce matin. Merci Souad Soltani. Vous êtes la gérante de cette start-up innovante dans le domaine du tri sélectif des déchets ménagers. Donc c'est SM Vision Net. Si vous voulez avoir de plus amples détails sur leur page. Merci infiniment à votre groupe et merci à ceux qui nous ont suivis ce matin attentivement. Merci pour votre fidélité. Et puis, bien sûr, on vous annonce tout de suite le concert, vraiment à l'occasion de ce festival dédié à la musique symphonique. Ça se passe à l'Opéra d'Alger, Opéra Boualem Saïah. C'est du côté de Ouled Fayet. Et ce soir, à l'honneur, l'Allemagne, la France et également le Japon, l'Allemagne et la France. Donc 3 beaux orchestres et 3 belles prestations qui vous attendent ce soir donc à Ouled Fayet. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Pourquoi pas, allez, ne zappez pas, restez avec nous et à très vite, à demain.